Chers amis internautes, proches du cercle Aristote et suiveurs de ces entretiens de la quarantaine, bonjour. Nous revenons sur de multiples angles de la crise pour pouvoir égayer et vos réflexions et votre connaissance de ce que nous appelons l'intelligentsia de l'ombre, une des grandes spécialités du cercle Aristote. Donc, nous allons nous pencher aujourd'hui sur des questions de méthode, de science et de véracité de chiffres, car cette crise a, dans toutes les particularités qu'elle a eues pour une crise de santé publique, en a au moins deux saillantes. Premièrement, la marginalisation des médecins et deuxièmement, la crise de la parole de l'expertocratie. C'est particulièrement vu sur toutes les affaires, chloroquine, Raoult, etc. Donc, là, nous avons la chance d'avoir un jeune intellectuel, Maxime Isolé. Maxime, bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai remarqué vos publications grâce à quelqu'un que nous suivons et que nous aimons, qui est ni plus ni moins que Jacques Sapir, qui a relayé, commenté vos travaux. Alors, pourriez-vous nous donner vos spécialités universitaires ? Oui, alors donc moi je suis économiste, je suis chercheur effectivement, en fait doctorant actuellement. Je vais soutenir bientôt ma thèse que je fais sous la direction en effet de Jacques Sapir. Dans mes travaux de recherche, je m'intéresse au lien entre l'analyse de la monnaie, de la finance et la comptabilité que je pratique dans mon métier, puisque je suis aussi comptable d'un lycée et de plusieurs collèges dans l'Allier, à Moulins. Et donc, en fait, dans mon travail de recherche, je cherche à montrer que la structure théorique, la théorie de la valeur qu'a fournie la comptabilité en partie double au moment où elle a été inventée dans l'histoire, avant la Renaissance en Italie, au XIIIe, XIVe siècle, eh bien, cette structure a permis le développement, l'émergence de la monnaie de crédit telle que nous la connaissons, telle qu'elle a permis à son tour de faire croître le capitalisme. Et cette théorie, cette structure est toujours à la base aujourd'hui du fonctionnement et de la monnaie et de la finance. Et j'essaie de le démontrer et d'en tirer toutes les conséquences pour l'analyse. Alors, un sujet passionnant sur lequel j'espère nous aurons la chance de vous inviter au cercle ou de vous réinviter dans une vidéo pour en parler en détail. Mais là, comment on passe de ce travail de recherche assez lourd à l'engagement que vous avez eu dans la crise du Covid? Vous avez eu, par exemple, un papier qui a été publié dans une revue à comité de lecture sur le sujet. Alors, je vous corrige, c'est pas dans une revue à comité de lecture, c'est sur une plateforme de préprint, comme on appelle. D'accord, oui. Ce type de plateforme, qui sont en fait des publications assez libres, assez facilement accessibles, bien qu'il y ait quand même une lecture pour s'assurer que ce soit un travail scientifique. Et c'est avant proposition à une revue. Alors, avant proposition. Mais c'est par rapport à ce papier et aux différentes interventions qui furent les vôtres sur les réseaux sociaux que je voulais vous faire réagir, surtout que moi nous avons eu entre guillemets la primeur au cercle d'avoir un échantillon de votre expertise, vu que vous aviez été reçu par nos amis du cercle Res Communa, donc la vidéo sera en lien, il y a quelques mois de cela, je crois. Et donc, qu'est-ce qui, en tant que scientifique, en tant que personne qui a l'habitude du traitement des données et des chiffres, qu'est-ce qui vous a fait délaisser quelque temps l'économie pour vous lancer dans la crise du Covid? Alors, moi, personnellement, c'est simplement le fait de constater certaines choses à titre personnel avec mes instruments de chercheur, notamment l'économétrie, la statistique, que j'ai approfondi non seulement pour ma thèse, mais surtout dans des travaux antérieurs. Et donc, comme tout le monde, je suivais l'actualité par rapport au Covid et j'ai constaté
des observations à partir de mes instruments d'analyse statistique que je ne voyais pas mis en jeu dans le débat public. Donc il m'a tout simplement paru intéressant de le faire par moi-même. Ça s'est fait progressivement. J'ai commencé à partager quelques données sur les réseaux sociaux avec des graphiques et puis quelques analyses visuelles élémentaires. Et puis progressivement, j'ai approfondi la question jusqu'à en faire un article scientifique, donc que j'ai proposé en préprint, non pas dans une revue à comité de lecture, et voilà, qui est disponible aujourd'hui sur medRxiv, et qui est quand même une plateforme de préprint assez lue par le milieu médical, et où je montre en effet que simplement en comparant les pays au niveau international par rapport à leur utilisation ou non de la chloroquine, puisque c'est ça qui m'intéresse dans l'article, on peut voir des différences considérables dans les dynamiques des décès en fait, dans les dynamiques de décès quotidiens entre les pays. Donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en évidence avec les instruments qui sont les miens en tant qu'économiste. Justement, avant de voir vos résultats, parce que vous avez vu que la question de la méthode est devenue obsédante, c'est-à-dire que tout le monde a attaqué le professeur Raoult sur des fautes de méthode qui auraient été les siennes, alors qu'il a lui-même a dit ce qui, à titre personnel, venant du milieu médical par ma famille, et ayant dans l'entourage du cercle des grands spécialistes de santé publique, quelque chose que je peux tout à fait entendre, c'est qu'on ne fait pas de méthode de recherche pendant la médecine de guerre. Ce qui est audible. Bon. Mais quelle a été votre méthodologie ? Parce que, si vous voulez, ça va être une des questions ou une des oppositions que des gens puissent avoir avec vos travaux, vu que aujourd'hui la question de la méthode est devenue obsédante, ce qui d'ailleurs n'est peut-être pas si sain que ça pour le débat scientifique. Mais ça, c'est une question d'épistémologie. Alors, dites-moi. Oui, non, je comprends tout à fait que la question de la méthode soit une question importante. Il ne s'agit pas de la contourner, bien évidemment. Et d'ailleurs, je ne pense pas que le professeur Raoult la contourne, bien au contraire. Ce qu'il dit simplement, c'est que cette méthode ne peut pas être la même dans ses procédés au moment d'une crise d'urgence, telle que celle que nous connaissons, et à des moments de fonctionnement normal, routinier. Mais bon, moi, je ne rentre pas dans le débat médical, puisque je ne suis pas médecin, et je ne prétends pas du tout l'être. Simplement, j'utilise au niveau, cette fois-ci, de l'économétrie, qui est le domaine que je connais un peu, des méthodes qui sont des méthodes qui sont en fait assez utilisées en économétrie, qui est quand même un domaine différent de la médecine, bien sûr, parce que notamment pour le traitement des données macroéconomiques, en fait, on est souvent amené à avoir des données qui sont imparfaites, qui sont pas reproductibles en laboratoire, par définition. Et c'est pour ça que l'économétrie s'est constituée comme une méthode statistique un peu différente de d'autres sciences, parce que elle a souvent affaire à des données un peu imparfaites, et elle doit s'adapter à cette réalité pour malgré tout essayer d'identifier des relations, de montrer des liens statistiques existants dans la réalité. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire moi en utilisant cette méthode économétrique pour faire une comparaison internationale avec des données qui sont par nature imparfaites, incomplètes, dont on ne peut pas vérifier à 100% la valeur, puisque c'est basé sur simplement des déclarations des différents gouvernements sur leur stratégie sanitaire. Est-ce qu'ils utilisent ou pas massivement de la chloroquine ? Et donc c'est une limite de la méthode que je précise bien dans mon article d'ailleurs. On ne peut pas s'assurer à 100% de la solidité des données qu'on possède. Et c'est bien pourquoi je précise qu'il ne s'agit pas d'une preuve clinique, simplement d'un indice statistique que l'économétrie peut nous fournir. Et c'est ce que j'essaie de faire, d'élaborer, de construire cet indice de façon la plus honnête possible, en étant de bonne foi, en utilisant tous les moyens de la méthode statistique, en les poussant à bout dans leurs possibilités, et par contre en avertissant bien qu'il ne s'agit pas d'une preuve clinique, donc à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on peut faire, et simplement, voilà, ça me paraît intéressant de mettre à la disposition de la communauté de chercheurs des données qui peuvent avoir une utilité pour eux, même si ce n'est pas une preuve clinique, encore une fois.
Oui, donc, à partir de ces méthodes, des méthodes de l'économétrie, à quelle conclusion êtes-vous arrivé? Alors, Dans cette comparaison internationale, vous avez comparé combien de cas? alors j'ai comparé deux groupes de pays. Parmi les pays les plus touchés en fait par ce virus en nombre de cas, si vous voulez, j'ai sélectionné à chaque fois, j'ai commencé par prendre les pays les plus touchés en descendant. Et à chaque fois où j'ai considéré qu'on n'avait pas d'informations suffisantes pour savoir s'il utilisait ou non la chloroquine, dans ce cas-là, je m'en suis pas préoccupé. Et si j'avais des informations allant dans le sens de l'utilisation ou de la production massive de la chloroquine, comme pour des pays comme la Grèce par exemple, ou le Pakistan, eh bien je les ai mis dans un groupe de pays pour lequel il existe de fortes présomptions de l'utilisation de la chloroquine ou pour lesquels il existe tout simplement des preuves de cette utilisation. Bref, cela fait un groupe utilisant la chloroquine qui contient 16 pays et un autre groupe de 16 autres pays pour lesquels on sait qu'ils ne l'ont pas utilisé au début de l'épidémie, qu'ils ne l'ont pas utilisé de façon massive. Donc ces deux groupes permettent d'avoir un groupe qui utilise la chloroquine et un groupe qui ne l'utilise pas pour les 10 premiers jours de l'épidémie. Et à partir de ces deux groupes, simplement en projetant les moyennes des décès quotidiens pour ces pays sur les 10 premiers jours, on constate des divergences qui sont très claires et très impressionnantes. Pour les pays qui l'utilisent, on a une stabilisation de ce nombre de décès quotidiens. Et pour les pays qui ne l'utilisent pas, eh bien, on a l'apparition d'une courbe exponentielle de décès quotidiens qui chaque jour sont plus importants et bien entendu qui se poursuivent par la suite. Suite à ça, j'ai simplement appliqué des méthodes statistiques assez classiques en dynamique pour montrer que la dynamique divergeait entre ces deux groupes de pays et pour faire une prévision à court terme, parce que de toute façon, il est impossible de faire des prévisions à long terme, hein, c'est quelque chose d'illusoire. Et donc, simplement pour montrer les différences de dynamique entre ces deux groupes, j'ai fait une prévision en utilisant des modèles classiques pour ça, qui permettent de montrer à 10 jours, sur une prévision sur 10 jours, que le groupe qui n'utilisait pas de chloroquine allait connaître une augmentation très importante de son nombre de décès quotidiens, alors que le groupe qui n'utilisait pas allait connaître une stabilisation. Alors, comme je vous le disais, c'est un problème statistique classique, très difficile, de savoir s'il est possible ou non de faire de la prévision, dans quelle mesure et jusqu'à quel point. On en arrive à la conclusion qu'il est très difficile de faire de la prévision. C'est possible pour des données qui dégagent des tendances, c'est ce qui est fait notamment en macroéconomie, pour prévoir le chômage, pour prévoir l'inflation, la croissance, mais ces prévisions en général ne sont valables que sur quelques données dans le futur et elles sont très difficiles pour au-delà. Donc bon, là, c'est un peu ce que j'ai fait en somme, avec des modèles auto-régressifs, comme on dit, et on voit très bien qu'il y a une divergence entre le groupe de pays qui n'utilisent pas la chloroquine et le groupe de pays qui l'utilisent. Et finalement, en comparant à ce qui s'est passé dans la réalité, mes modèles montrent que j'étais assez proche de ce qui s'est passé. Il y a eu une forte augmentation des décès dans le groupe de pays qui n'utilisent pas les antipaludéens et une stabilisation du nombre de décès dans ceux qui l'utilisent. Voilà. Donc ça montre qu'il y a une efficacité, à mon avis, et c'est un indice fort statistique de l'efficacité de l'utilisation de médicaments antipaludéens comme la chloroquine dans la lutte contre le coronavirus. Ce qui en plus est, disons, vient en plus d'une donnée scientifique vieille de maintenant de plus d'une décennie, de l'utilisation de ces antipaludéens dans le traitement des Covid d'un point de vue général. Mais comment à partir là, c'est une question un peu difficile, mais je rebondis avant de vous emmener sur le terrain politique, disons là où le chercheur s'engage encore un peu plus. Mais justement, je voulais avoir votre analyse justement sur ces querelles épistémologiques.
Parce que là, par exemple, vous l'avez dit vous-même, vos recherches reposent sur des instruments mathématiques totalement maîtrisés, connus, des choses qui sont, quand on sait les utiliser, sont, disons, pour un bon matheux, des choses assez classiques. Tout à fait. Et ce que j'ai du mal à comprendre, et ce qui a beaucoup de mal à comprendre une partie du monde médical, ce qui est beaucoup plus important, et ça en France et à l'étranger, c'est qu'une partie du groupe médical, ça c'est une observation que je fais en tant que politologue, n'a pas eu le droit dans des pays comme la France d'utiliser la chloroquine, mais l'a utilisée à plein tube sur elle-même. C'est-à-dire que nos médecins se sont soignés à la chloroquine. Moi, j'ai des dizaines de cas rapportés. Je suis assez introduit dans ces mondes-là, donc c'est pas très difficile. D'ailleurs, qui ont été reconnus par des sommités comme Perron, comme d'autres. Comment se fait-il que cette simple observation telle que celle que vous avez produite et que vous avez publiée, qui fait écho aux témoignages des autorités sanitaires de beaucoup de pays, et y compris de pays historiquement proches de nous. Je vais donner l'exemple du Maroc, je vais donner l'exemple du Sénégal, je vais donner l'exemple de pays comme mettons alors bon, en ce moment c'est compliqué vu que Macron a encore dit une sottise, mais comme l'Algérie ou comme d'autres. Comment se fait-il que personne n'accepte de souligner cette fait simple, qui est l'équivalent d'une vache dans un couloir? Ces pays-là s'en sont mieux sortis que nous. C'est une question extrêmement intéressante. Effectivement, il y a très peu d'analyse de ces cas étrangers dans les médias. C'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. En fait, on n'a pas vraiment d'analyse factuelle. C'est ça qui est impressionnant. Parce qu'effectivement, les données sont disponibles. Bon, on vit dans une époque effectivement hyper connectée, mondialisée, pour le pire et pour le meilleur, mais on a toutes ces données disponibles au jour le jour pour chaque pays, pour chaque type de données, et elles sont finalement assez peu utilisées et assez peu reportées dans les médias. On a peu de commentaires, de comparaisons réellement factuelles. Effectivement, des pays comme le Maroc, comme l'Algérie, que j'ai intégré dans mon étude, sont des pays voisins finalement des nôtres, alors avec des conditions certes différentes, on peut en discuter, mais ce sont tout de même des pays assez proches, assez connus, comme vous l'avez bien dit, et beaucoup bien culturels en plus de ça. Et ce sont des pays qui connaissent beaucoup moins de décès que la France, qui ont une stratégie sanitaire très claire, puisque de nombreux médecins, et puis surtout les autorités sanitaires au Maroc, comme en Algérie, ont affirmé qu'ils utilisaient de façon massive la chloroquine, et que cette méthode était efficace. Et effectivement, on constate qu'ils ont beaucoup moins de morts, non seulement qu'en France, mais aussi que dans d'autres pays européens, tels que l'Allemagne, qui nous est pourtant vanté. Alors, effectivement, pour le coup, c'est le seul pays dont on parle en général pour dire, vous voyez qu'ils sont meilleurs que nous, vous voyez qu'il faut qu'on prenne exemple sur eux, mais les Allemands, et ce qui est vrai dans une certaine mesure, puisqu'ils ont quand même des meilleurs résultats connus, mais les Allemands ont beaucoup plus de morts, même rapporté à la population, que des pays comme le Maroc ou l'Algérie. Mais et sans compter les pays qui, eux, ont réellement passé haut la main cette crise, comme la Corée du Sud. Tout à fait. Des pays comme la Corée du Sud, oui, effectivement, il y a des pays, et puis alors avec beaucoup de caractéristiques différentes, dans des zones géographiques très différentes. On a aussi, parce que évidemment, beaucoup de gens disent l'Algérie, le Maroc sont des pays à la structure d'âge très différente de la nôtre, qui sont plus jeunes, et tout ça explique qu'ils aient moins de décès du coronavirus, puisque ça attaque principalement les personnes âgées. Mais c'est pas le cas de la Corée du Sud, par exemple. Oui, déjà, c'est pas le cas de la Corée du Sud. Et plus proche de nous, nous avons des pays comme la Grèce, qui ont une moyenne d'âge plus élevée que la nôtre, et qui ont beaucoup moins de décès également, et qui ont le même type d'évolution que l'Algérie ou le Maroc. C'est vrai aussi de la Serbie, qui est juste à nos portes. La Serbie a très peu de décès et utilise, tout comme la Grèce, la chloroquine pour soigner ses patients. C'est d'autant plus vrai dans des pays comme la Grèce qu'apparemment ils l'utilisaient pour la lutte contre le paludisme. Donc ils avaient l'habitude d'en produire de façon assez massive, et c'est ce qu'ils ont fait dès le départ, alors que leurs hôpitaux avaient été
durement attaqué suite aux politiques d'austérité de l'Union européenne qu'on a pu suivre ces dernières années. Et la Grèce est un pays qui a été saigné. Voilà, tout à fait, qui a été mis dans des difficultés terribles au plan économique et social, au niveau des infrastructures publiques, au niveau des infrastructures hospitalières. Mais la Grèce s'en est bien mieux sortie dans cette crise que des pays comme l'Allemagne. Je veux dire, il y a eu beaucoup moins de morts en Grèce, même rapporté à la population, qu'en Allemagne, qu'en France, qu'en Italie, qu'en Espagne, ou même qu'au Royaume-Uni. Si vous me permettez juste un léger aparté, et Maxime, pour nos auditeurs, pour qu'ils se rappellent, parce qu'il faut toujours rappeler la mémoire de ce crime, de ce qui a été fait en Grèce. La Grèce est un pays de 10 millions d'habitants dont on a forcé 10 millions d'habitants concentrés autour de la région d'Athènes, pour une bonne partie. Et sur ces 10 millions d'habitants, on en a forcé 300 000 à l'exil. Rapporté à la population, c'est comme si on avait vidé près de 3 millions de Français. Voilà, pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. On a fait baisser d'un tiers le PIB du pays et on a divisé on a amputé d'un tiers le niveau de vie de ses habitants au minimum. Donc, juste pour que les gens voient ce qui s'est passé et ce qui s'est passé sous la férule de l'axe Bruxelles, Berlin, Francfort. Je vais faire la parenthèse. Tout à fait, non, mais parenthèse tout à fait intéressante, puisque c'est tout à fait ça qui s'est passé. La Grèce a subi, on change de sujet, mais les politiques d'austérité. C'était juste un rappel pour voir d'où arrive la Grèce. Voilà. Tout à fait. Elle a subi des politiques d'austérité qu'il faut bien qualifier de complètement déraisonnables du point de vue du développement d'un pays, au nom de la préservation de l'euro, puisque c'était ça simplement à l'époque. Tout à fait ça. Et elle s'est faite effectivement. Elle a payé un prix énorme pour sauver cette monnaie unique, et au prix donc effectivement d'une très forte émigration de ces jeunes, d'un très fort taux de chômage, d'une forte baisse des investissements publics. Donc évidemment, c'était une situation dramatique qui s'est produite en Grèce ces dernières années, et c'est d'autant plus impressionnant de voir que par sa politique sanitaire très simple, eh bien, elle est capable d'avoir des meilleurs résultats qu'un pays aussi riche, développé, et puis surtout vanté dans les médias que l'Allemagne, par exemple. Tout à fait. Une observation, je vais vous faire réagir toujours par rapport à vos avant de vous emmener un tout petit peu sur le terrain politique. Le professeur, pour voir si vous avez observé la même chose, le professeur Raoult disait récemment, il y a une incompréhension de ce type de virus par une partie des pays riches. Et on voit que les pays pauvres ont mieux réagi que les pays riches. L'avez-vous vu statistiquement? Les pays pauvres, attention, relativement, c'est-à-dire disons les pays qui ne, voilà, si vous voulez, disons les pays qui sont en phase de développement l'ont-ils mieux réagi que les pays riches? Est-ce que l'incompréhension de cette grande crise sanitaire est une donnée structurante, disons, des pays riches? Prenons le cas des pays de l'OCDE, par exemple. Écoutez, moi, ça me semble tout à fait vrai au niveau global. Après, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des nuances d'un côté comme de l'autre, où vous pouvez avoir des pays riches qui ont bien réagi et des pays pauvres qui ont mal réagi. Les deux sont toujours possibles. Mais globalement, j'invite les auditeurs à simplement aller voir sur un site qui récapitule toutes les statistiques mondiales, qui est très bien fait, qui s'appelle Worldometer. Et vous avez tout simplement le classement en nombre de décès rapporté à la population totale, et vous retrouvez en tête, donc autrement dit, le taux de mortalité du coronavirus pour chaque pays, et vous retrouvez en tête de ce classement les grands pays occidentaux. Alors, j'exclus les petits pays comme Saint-Marin, Andorre, etc., mais vous avez la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, ensuite la France, les Pays-Bas, la Suède, l'Irlande, la Suisse, les États-Unis, et puis le Portugal, le Canada, etc. Donc vous avez effectivement tous les pays les plus riches qui se trouvent largement en tête des taux de mortalité du coronavirus. Et c'est quelque chose,
effectivement, de très mystérieux, de très impressionnant, parce que les pays avec les capacités médicales les plus importantes sont les pays qui connaissent le plus de mortalité, et ça ne peut pas simplement s'expliquer par l'âge, comme le montrent bien des cas comme la Serbie ou comme la Grèce. Et tout à fait. Justement, venons au développement, disons, politique de vos travaux. Il y avait une communication de votre part qui m'avait impressionné parce que cette crise a réveillé un vieil anticorps de la bourgeoisie française qui est d'utiliser la corde dolosive très présente chez un vieux peuple de tradition catholique comme les Français, c'est-à-dire le pays est foutu, le pays est en déclin, ce qui au passage évite de s'interroger en ce lieu et en ce temps sur les mérites ou les démérites de la classe dominante. Et vous étiez intervenu, vous avez dit non, c'est pas le pays qui est en déclin, c'est pas le pays qui est foutu, c'est la classe qui le domine. Je vous paraphrase, hein, c'était pas tourné comme ça. Mais ça m'avait impressionné, j'aurais voulu vous interroger sur ce qui vous faisait dire ça, parce qu'on a une tendance un peu en France que j'appellerais et c'est pas tout à fait un compliment dans ma bouche, le bavrésisme, disons, à voir la France tomber perpétuellement. Oui, parce que votre question, encore une fois, elle est très intéressante. Moi, mon sentiment, le problème vient davantage d'une certaine élite qui est actuellement au pouvoir et qui voudrait bien faire porter la responsabilité de ses propres manquements au peuple. Ça, c'est quelque chose qu'on observe très souvent et c'est quelque chose qui me paraît tout à fait morbide, parce que ça n'est pas vrai. Le meilleur exemple, il est archétypal, mais il est quand même vrai, c'est le professeur Raoult qui a développé très rapidement une réponse à ce virus, qui en a prouvé, quoi qu'on en dise, l'efficacité sur le terrain dans son institut, et qui a donc montré à quel point la recherche française était en pointe sur un sujet majeur. Alors évidemment, il n'est pas seul non plus. C'est pas la question. Il a simplement étudié ce qui s'était passé en Asie et notamment dans les études chinoises et coréennes. Mais le simple fait qu'il l'ait fait, ça montre qu'il est au cœur de la recherche d'une façon tout à fait impressionnante et en fait tout à fait encourageante pour notre pays, parce que ça veut dire qu'on a des centres de recherche au top mondial qui réfléchissent en direct à des crises et à la façon d'y répondre, en plus avec un aspect stratégique, des approches intégrées dans les pluridisciplinaires. Donc tout ça est extrêmement encourageant et montre qu'il y a vraiment des forces vives dans notre pays. Mais ce qui est en revanche décourageant et même extrêmement inquiétant, c'est la réaction des élites qui sont au pouvoir. Puisque regardez la façon dont elles ont réagi à ça. C'est comme si elles ne voulaient pas que ce centre d'élite, de pointe, bien qu'il ne soit pas le seul, hein, attention, mais existe en France. Voilà, c'est une réaction qui est, à mon avis, terrible et qui montre qu'il n'y a pas réellement de volonté de développer le pays au sens noble, c'est-à-dire d'en tirer le meilleur et de mettre en valeur les meilleurs éléments dans tous les domaines pour montrer l'exemple, pour tirer les autres vers le haut. Au contraire, ce qu'on observe, c'est un repli sur des routines, sur des groupes, des consensus qui sont en fait qui sont improductifs ou même qui peuvent tuer l'innovation, parce que l'innovation, la qualité d'une recherche d'un individu vient toujours du pas de côté, c'est-à-dire de laisser de quelque chose de nouveau, donc d'un caractère combatif, différent. Et c'est cela qui permet à un pays en général de se développer, c'est-à-dire d'acquérir des connaissances scientifiques, de les généraliser, de se démarquer des autres. Et même dans l'histoire de France, que ce soit au niveau scientifique, au niveau culturel, mais aussi au niveau politique, vous prenez les grandes figures de l'histoire de France, ce sont toujours des personnalités originales, ce sont toujours des gens qui sortent des clous, qui ont eu à affronter beaucoup d'oppositions en interne dans leur domaine. Et je trouve terrible qu'aujourd'hui, on s'oppose à des gens comme le professeur Raoult, alors qu'il a montré dans toute sa carrière toutes ses qualités. Et le réflexe de notre élite, c'est de s'y opposer, de chercher à l'étouffer, au lieu de chercher à développer
ce type d'initiative, ce type d'individualité. Et effectivement, ce que ça dit, c'est qu'il y a non pas un déclin du pays, mais un très fort déclin des élites de ce pays en France. Et ça, effectivement, ça fait écho à beaucoup de choses, historiquement, vous en avez parlé, et c'est quelque chose de dangereux. Disons les choses, c'est quelque chose de dangereux parce que ça peut nous conduire à des catastrophes dans tous les domaines, comme on peut l'observer d'ailleurs au niveau économique, et en particulier au niveau monétaire avec l'euro. Et si ça se poursuit, c'est-à-dire si les Français ne prennent pas conscience qu'ils sont dirigés par une élite qui n'a plus confiance en eux, eh bien ça peut conduire à des catastrophes, en effet. Dernier point, ce qui est très frappant, c'est un autre point qui m'a frappé, là pour le coup, je reviens sur votre côté scientifique. Parce que vous l'avez très bien dit, mais je voudrais le souligner une nouvelle fois, parce que moi, je vous le dis, ça m'a choqué. Nous avons pris, dans cette crise, le parti pris de dire par avance, que la recherche asiatique n'avait rien à nous apprendre sur une épidémie qu'ils ont pris en pleine figure les premiers. Bon. Et c'est très drôle, quand on voit tout ce qu'on nous a dit sur les sociétés ouvertes, quand on voit si vous voulez, tout ce qu'on nous a dit sur les bienfaits de l'étranger, enfin surtout quand il est outre-Rhin, mais parfois les autres aussi, mais surtout cela, nous avons quasiment nié l'expertise, et pourtant extraordinaire, par exemple des Sud-Coréens, qui sont quand même une très grande nation scientifique et technique et technologique, des Chinois, des Japonais, même de gens plus industrieux, mais aussi très costauds, je pense aux Vietnamiens, auxquels on ne pense pas assez. Eux, on en a fait fi, et quand c'est arrivé de pays, je pense particulièrement, je crois que c'était dans le cadre du Sénégal, où le professeur qui est chargé de la réponse publique au corona est le même qui a géré Ebola. Je crois que c'est au Sénégal, mais je n'en suis pas sûr. Et d'un seul coup, la presse française, ça a été même le cas au Maroc, et là, coup de bol que ça n'ait pas fait un incident diplomatique, les Marocains étant un petit peu chatouilleux, j'y ai travaillé pour le savoir, on a fait fi de tous ces gens-là. Enfin, c'est comme si ces gens-là n'avaient pas de scientifiques, ils ne produisaient pas de données, alors que les données, a priori, des scientifiques chinois, je ne dis pas la donnée de mortalité pure, je dis les données sur les développements du virus. C'est-à-dire le fait qu'il fait des lésions pulmonaires aux asymptomatiques, etc. Tout ce que les Chinois ont dit à ce niveau-là, c'est avéré vrai, rigoureusement vrai, et les données étaient scientifiquement bien traitées. Et si vous voulez, c'est ça qui moi m'a beaucoup choqué, c'est qu'on décrète que la science occidentale n'avait pas besoin de ces gens-là, et qu'on allait encore leur apprendre quelque chose. Alors je ne sais pas, en tant que scientifique, l'avez-vous observé, ou est-ce une réaction un peu paranoïaque de ma part? Non, pas du tout. Vous avez tout à fait raison. C'est extrêmement profond ce que vous dites. En effet, on vit dans un monde de basculement, ça n'échappe à personne, où les nations, en particulier en Asie, atteignent un niveau de développement économique, mais aussi scientifique exceptionnel, qui en fait devient quasiment égal au nôtre. Et certainement, la plupart de nos élites ne prennent pas acte réellement de cette transformation. Et c'est vrai aussi dans la recherche scientifique, enfin c'est mon sentiment, en tout cas cette crise l'illustre, parce que justement ce qui a fait la force de recherche comme celle de l'IHU à Marseille, c'est précisément qu'elles se sont intéressées au développement scientifique qui avait lieu dans les pays asiatiques, en considérant que c'était là-bas que les principales innovations scientifiques arrivaient. Donc oui, évidemment, il y a quelque chose de très profond dans cette histoire, parce qu'on voit bien que les meilleurs scientifiques, quoi qu'on en dise, le professeur Raoult est l'un des meilleurs scientifiques dans sa discipline, en tout cas en France.
Et ce qui le distingue des autres, ce qui le différencie des autres, c'est clairement qu'il a été plus à l'écoute des derniers états d'avancement de la recherche en Asie. Donc bien sûr qu'il y a de la part de beaucoup de gens en France un refoulement de cette réalité. Et c'est vrai aussi de l'Afrique. L'Afrique se développe depuis, et c'est d'autant plus impardonnable que beaucoup de chercheurs sont francophones en Afrique et que de nombreux liens culturels existent entre eux et nous. Et effectivement, il y a pas non plus d'échange par rapport à ça. Il y a certainement une grande condescendance vis-à-vis de pays qu'on considère comme moins développés que nous et dont on n'imagine pas qu'ils puissent avoir de meilleures stratégies sanitaires, tout simplement. C'est pourtant ce qui s'est passé effectivement au Maroc, en Algérie et également au Sénégal. Vous faites bien de parler de ce pays. Le Sénégal a connu extrêmement peu de décès dus au coronavirus. Il y a eu Pape Diouf, qui était évidemment une personnalité, mais il y a eu très peu de décès du coronavirus au Sénégal et une stratégie basée essentiellement sur l'utilisation massive de chloroquine. Donc, tout ça aurait dû éveiller l'attention, attirer notre attention, tout ça aurait dû être étudié, non seulement par les scientifiques, ça c'est à la limite, je dirais, c'est leur responsabilité dans leur domaine, notamment les médecins, mais surtout par les hommes politiques qui ont en charge notre stratégie sanitaire. Les hommes politiques prennent conseil auprès des médecins, c'est tout à fait normal, des scientifiques en général, mais c'est à eux de décider, c'est à eux d'élaborer une stratégie politique. Et pour ça, il faut bien qu'ils regardent le monde extérieur, il faut bien qu'ils regardent nos partenaires à différents endroits du monde, et notamment au sein du monde francophone. Ça paraît beaucoup plus simple à faire. Donc, oui, bien sûr, il y a comment dirais-je, un attachement au passé, une inertie. On vit dans des représentations qui sont dépassées aujourd'hui de plus en plus, et ça a des conséquences mortifères. Ça a pour comme on craint l'émergence de puissances qui jusque-là n'en étaient pas, on fait comme si elles n'existaient pas. Et en faisant comme si elles n'existaient pas, on provoque notre déclin. En voulant l'éviter, on le provoque d'une façon malheureusement assez classique. Ce sont de très belles paroles pour pouvoir terminer cet échange. Je renvoie nos auditeurs à votre article qui sera en description. Et j'espère vous recevoir de multiples autres reprises sur des sujets économiques moins tragiques que celui-là. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.